Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver donc pour ce nouveau live IMT pour l'industrie du futur, le dernier de 2024 avant de nous retrouver évidemment en 2025. Je me présente, je suis Martine Assard en charge de l'Observatoire des métiers et des compétences à la Direction générale de l'Institut Mines Télécom et je coordonne donc ce projet Osons l'industrie du futur qui réunit donc plusieurs étudiants de nos différents campus pour explorer avec eux tous les mois différents sujets qui portent aussi bien sur des technologies, sur des sujets d'actualité qui touchent l'industrie ou aux différents enjeux organisationnels et managériaux qui touchent également le secteur industriel. Alors ce soir, on va faire un petit focus sur le secteur industriel qui se réinvente face à la mondialisation entre nouvelles opportunités et défis à relever à travers donc ce sujet, donc investir dans l'industrie, les opportunités et les défis de la mondialisation. Et nous envisagerons donc plusieurs axes d'échange avec nos deux invités et nos étudiants ce soir. Quels sont les leviers qu'on pourrait effectivement actionner pour être peut-être plus en phase avec un nouveau contexte industriel en pleine mutation. Bien évidemment, tous les enjeux de compétitivité dans un monde qui est de plus en plus interconnecté, les défis à relever, qu'ils soient de l'ordre des innovations, de la relocalisation, de la durabilité et de la gestion des chaînes d'approvisionnement mondiales. Bref, vous voyez un panel large de sujets à évoquer ensemble. Et on va le faire tout de suite avec nos deux étudiants qui vont déjà se présenter et à qui je laisse tout de suite la parole. Fleur, si tu veux commencer par te présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Fleur, je suis étudiante à l'école des mines de Saint-Étienne et actuellement en dernière année en double diplôme à l'ISAE Super Héros dans le cadre d'une spécialisation en aéronautique. Je suis très heureuse de pouvoir animer ce dernier live de l'année. Merci Fleur. Maxime? Bonjour à tous, bonsoir. Donc je m'appelle Maxime, je suis en deuxième année d'école d'ingénieur à l'IMT Nord-Europe, dans le nord de la France, comme son nom l'indique, et également un plaisir d'animer ce dernier live de l'année. Merci beaucoup, Maxime. Et pour répondre aux questions de Fleur et de Maxime ce soir, deux invités. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir donc Emmanuel Baudouin, qui est donc enseignant-chercheur à l'Institut Mines Télécom Business School, donc l'école de management de notre groupe d'école, qui est aussi directeur du labo HRM. Nous avons également le plaisir pour la partie du coup industrielle de recevoir ce soir donc Jean-Michel Tass, qui est donc le vice-président de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, mais qui a longtemps été aussi, et jusqu'à très peu, le patron de Festo France, donc avec une longue expérience du secteur industriel par rapport aussi à ses différents mandats qu'il a occupés et qui lui donnent en tout cas une très bonne vision de la complexité aussi de cette mondialisation qui nous occupe aujourd'hui. Avant de laisser donc la parole à Fleur pour interroger Emmanuel, je voulais juste vous rappeler que dès lors que les échanges commencent, vous n'hésitez pas, vous avez une question, eh bien vous allez sur la barre de menu de ce webinaire où vous trouvez un petit onglet questions-réponses et vous posez tout de suite vos questions de manière à ce qu'en fin d'émission, on puisse juste avoir un petit temps d'échange avec vous et pouvoir interroger et relayer vos questions à nos deux invités. Voilà, je laisse tout de suite la parole à, à Fleur. Merci Martine pour cette introduction. Bonjour Emmanuel, bienvenue. Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter aux auditeurs, présenter ainsi aussi votre école et votre domaine de recherche, s'il vous plaît?
Bonsoir Fleur, bonsoir à tout le monde. Je suis enseignant et chercheur à Institut Mines Telecom Business School. Pour la faire courte et simple, vous avez toutes les écoles des mines, les écoles d'ingénieurs des mines et des télécoms. Et au sein de ce réseau des écoles des mines et des télécoms, il y a une école qui s'appelle Institut Mines Telecom Business School, une école de management, qui a plusieurs particularités, mais je vais en donner simplement deux. La première, c'est qu'elle est publique. Et la deuxième, c'est que c'est une école qui est orientée sur le digital depuis sa création. Et pas, la création ne date pas d'il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans, mais elle date des années 70. Donc c'est pour dire que le digital s'inscrit, enfin la transformation digitale s'inscrit dans un temps qui est long, contrairement à ce qu'on pourrait ressentir parfois. Et je suis également, comme l'a indiqué Martine tout à l'heure, je suis également directeur du HRM Transformations Lab, qui est un lab qui étudie le rapport des salariés. Alors d'abord la transformation digitale, parce qu'on l'a monté en 2016, et puis avec les collègues, on s'est rendu compte que depuis quelques années, il y avait une accélération des transformations qui étaient en cours, et on est en train d'étudier depuis 2023 le rapport des salariés à ces transformations. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Fleur. Oui, oui, parfait. Donc, on va rentrer dans le sujet qui concerne la mondialisation. Est-ce que vous pourriez nous poser le contexte lié à ce sujet qui est la mondialisation, un sujet vaste et complet? Oui, effectivement, oui, c'est un sujet vaste et complexe et complet aussi par certains aspects. Euh, alors, moi, je vois 5 éléments importants en lien avec la mondialisation. Le premier, c'est que c'est pas un phénomène qui est nouveau. Euh, à l'époque de Ramsès II, par exemple, sur des fouilles archéologiques, ils ont retrouvé des vases qui étaient produits en Grèce. Donc, autrement dit, enfin, Ramsès II, c'est quand même à peu près 1300 ans avant Jésus-Christ. Donc, les échanges, ces interconnexions économiques, voire ces interconnexions culturelles, elles existent depuis très très longtemps. Par contre, il me semble que il y a un virage qui a été pris dans la seconde moitié du XXe siècle et encore plus sur ces 20 dernières années. Le premier élément, c'est la multipolarisation pardon, du monde. Pendant plusieurs siècles, la mondialisation a été quand même très en faveur de l'Europe et de la France. Ça a quand même été les grands gagnants de cette mondialisation. Aujourd'hui, c'est plus tellement le cas. Enfin, en tout cas, c'est plus le cas au sens où la France et l'Europe ne sont plus maîtres du jeu, notamment sur les questions d'approvisionnement en énergie, sur la question d'approvisionnement sur des terres rares ou sur la maîtrise technologique. Le deuxième élément qui me paraît singulier aujourd'hui dans la mondialisation, c'est le nombre de transitions qui sont en cours. Alors, je suis pas jamais été comment dire, jamais été du côté de, comme on dit, de la team des nostalgiques. Je pense que toute époque a vécu ces transitions, toute époque a connu euh, ses facilités et ses difficultés. Je pense pas que le monde d'aujourd'hui soit pire que celui d'avant. Par contre, je suis convaincu qu'il y a des transitions en cours qui sont beaucoup plus nombreuses. La première, c'est la transition technologique, avec un mot que tout le monde a à la bouche en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. Et là, par contre, je suis du côté de la team des personnes qui pensent que c'est pas un simple phénomène de mode, que c'est une vraie révolution en soi, et que c'est déjà en fait en réalité en train de transformer le travail, le monde du travail, le monde des emplois. Et une transition environnementale, bien évidemment, jamais connue à cette échelle. Alors, c'est pareil, on oublie parfois que cette transition, cette transformation environnementale, elle est pas nouvelle. Il y a déjà, l'homme a un impact sur l'homme avec un grand H, bien évidemment, a un impact sur son environnement depuis très très longtemps, sauf que là, c'est en train de s'accélérer. Transition économique avec dans la mondialisation quelque chose qui me paraît très important par rapport par rapport au monde de l'industrie, c'est qu'on a une hyper-financiarisation et on a quand même une décorrélation, déconnexion de la financiarisation avec l'économie réelle. Des transitions géopolitiques, alors, c'est pareil, il y en a toujours eu, hein, mais là on connaît quand même un certain nombre d'accélérations et de mouvements. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder malheureusement les conflits qui sont en cours à travers le monde et au port de l'Europe. Une des transformations sociétales,
on a quand même des aspirations des populations dans le monde qui ont évolué. Alors, bien évidemment, pas toutes de la même façon. Il y a toujours un effet culturel qui est présent. Et il y a quand même un signe qui est généralement peu regardé, c'est celui de la natalité. Et aujourd'hui, sauf erreur de ma part, il y a un peu plus de 3 pays sur 4 dans lesquels le taux de natalité n'est pas atteint pour le renouvellement des populations. Ce qui révèle aussi, c'est pas le seul problème, mais un des problèmes fondamentaux, ça reste le fait que aujourd'hui, enfin, les générations, les jeunes générations n'espèrent plus forcément avoir des enfants, se posent notamment parfois des questions par rapport aux évolutions environnementales et de savoir s'ils veulent vraiment avoir des enfants pour les placer dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Voilà, donc encore une fois, je suis pas dans une vision nostalgique des choses. Je pense que toute époque pose des opportunités, pose des défis. Et là, j'ai envie de dire, il y a autant d'opportunités et de défis qu'il y a de transitions qui sont en cours. Le troisième point qui me paraît singulier, ce sont les évolutions qui sont technologiques. Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais elles sont, dans le cadre de la mondialisation, elles ont deux volets, je pense, enfin, même un troisième. Le premier, c'est l'évolution des transports, où bah, ce qui a changé, c'est les volumes de transport qu'on peut avoir d'un pays à un autre. La transition numérique, bien évidemment, qui a complètement modifié depuis 20-30 ans, une bonne vingtaine d'années, les relations, les communications entre les entreprises. Puis il y en a une troisième qui est en cours, qui est plus dans l'univers de la science-fiction. Moi, à mon époque, je fais partie des jeunes générations qui ont regardé Star Wars, qui a été fasciné, j'ai été fasciné par les humanoïdes. En fait, technologiquement, aujourd'hui, on y est. On a l'intelligence artificielle qui, aujourd'hui, permet de rendre vivants ces humanoïdes. Et puis, d'un point de vue purement mécanique, il y a des paliers qui ont été passés très récemment. Quand je dis très récemment, c'est ces 2, 3 dernières années, où on a des robots qui sont de plus en plus précis sur les mouvements qu'ils peuvent effectuer. Voilà. Et le quatrième élément qui me paraît singulier dans la mondialisation telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est la rapidité des transitions et des impacts liés à ces évolutions technologiques, environnementales, économiques, dans un monde qui est de plus en plus interconnecté. Donc on se rend compte que dans ce décor, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de clés à prendre en main pour réussir à prendre sa place. Euh, D'après vous, comment la France et ses valeurs se positionnent dans ce décor que vous venez de décrire? Euh, alors, essayer de résumer mon analyse. Je pense qu'en France, on a toujours un problème de positionnement. Soit on pense qu'on est les meilleurs du monde, soit on pense qu'on est les plus mauvais du monde. Et je pense que fondamentalement, on est ni dans l'un ni dans l'autre. Je pense qu'on a un certain nombre d'atouts qui aujourd'hui nous permettent de faire face et qui, dans les années à venir, nous permettront de nous faire face. Mais c'est vrai qu'on a aussi un certain nombre de défis. Dans les atouts qu'on a dans la mondialisation, pour moi, il y a la localisation de la France en tant que telle, qui est quand même une localisation qui est centrale en Europe, mais on l'oublie aussi avec les territoires d'outre-mer. On a une localisation à travers le monde, et sauf erreur de ma part, hein, de ma part, je parle sous contrôle hein, de l'audience, on est le seul pays aujourd'hui où le soleil se lève et se couche. Et ça veut dire on a des territoires d'outre-mer aujourd'hui qui sont placés à travers le monde et qui nous permettent, alors Mayotte défraie la chronique aujourd'hui malheureusement tristement, mais qui nous permettent d'être sur des routes commerciales qui sont importantes. Mayotte est un territoire d'outre-mer qui est sur une route commerciale importante. Je pense qu'on a, dans les forces qu'on a aussi, on a une capacité euh, à développer les compétences qui est quand même qu'on oublie souvent. On a une certaine excellence dans les métiers manuels, on a une certaine excellence dans l'ingénierie, à former des ingénieurs, on a une certaine excellence dans la formation des métiers liés à la gestion et au commerce. Euh, c'est, D'ailleurs, cette excellence-là, on la retrouve dans les classements, hein, qu'on prenne les écoles de commerce et des écoles d'ingénieurs ou qu'on prenne les réussites à des concours internationaux sur des métiers manuels.
la France est globalement plutôt bien placée sur ces éléments-là. Preuve aussi, s'il en fallait encore une, c'est que on a beaucoup de talents qui sont à l'étranger, notamment je pense à l'intelligence artificielle, où on a un certain nombre de personnes aujourd'hui qui sont connues et reconnues aux États-Unis. La troisième force, c'est, alors là peut-être que je vais aller à contre-courant de ce qu'on peut lire dans les journaux, je pense que c'est le rapport des Français au travail. Ça fait des années que j'entends que les Français sont moins engagés au travail, enfin, que ce qu'ils font ne leur plaît pas, qu'il y a un désengagement. Nous, c'est quelque chose qu'on étudie longtemps. Sur l'étude qu'on a menée en 2023 sur le rapport des salariés à leur métier, donc l'étude qui a été conduite d'un échantillon représentatif de 1000 salariés, représentatifs en genre, en âge, en type de métier et en secteur macroéconomique. Bah, on a des salariés qui se déclarent très positifs à l'égard de leur travail. Alors, je suis en train de reprendre les chiffres pour être précis avec vous, hein. Il y en a 80% d'entre eux qui ont le sentiment que leur travail est utile. Donc, ça veut dire un peu plus d'un salarié, de 8 salariés sur 10, pardon. 78% qui pensent que leur travail a un sens, donc quasiment 8 sur 10, et 77% qui sont intéressés par ce qu'ils font, quasiment 8 sur 10 là aussi. Là où par contre, effectivement, on a des chiffres qui vont enfin, qui vont dans l'autre sens, c'est que on a interrogé ces salariés sur leur rapport aux transitions les nommées tout à l'heure. Et là, pour le coup, on se rend compte qu'ils sont très inquiets sur les transitions qui sont en cours. Pour donner juste un chiffre, il y a 70% des salariés qui ont peur aujourd'hui des impacts de la transition écologique. Et dans le lot, parce que je vais y revenir dans quelques minutes, dans le lot, on a des salariés qui, alors le seul élément sur lequel ils ne sont pas inquiets, c'est la transition digitale. Voilà. Où on a plutôt des salariés qui sont en plein et volontaires vis-à-vis de cette transition-là. Je pense qu'il y a une quatrième force aussi qu'on oublie souvent, en tout cas dans les discussions que je peux avoir avec différentes personnes dans l'industrie ou autres, c'est l'histoire de notre pays et ses relations à travers le monde. Et je pense notamment au continent africain, alors, où il y a il y a une longue histoire avec nombre de pays africains, où il y a une histoire qui est compliquée par moments, preuve en est l'actualité récente, mais je pense aussi que c'est justement parce que la France a cette histoire-là, est passée par ces étapes-là dans ses relations avec un certain nombre de peuples et de pays africains, elle devrait être en bonne position si on sait bien utiliser les choses pour pouvoir travailler de manière intelligente et symbiotique avec un continent qui sera un des continents d'avenir. Dans les plus-moins, dans les éléments entre les deux, il y a l'énergie. Alors très longtemps, on a été, grâce au nucléaire, en force. C'est moins le cas aujourd'hui, mais bon, on peut espérer que les investissements qui sont faits nous permettent de revenir dans la course. On l'oublie aussi, alors c'est pas Byzance, mais on a quelques gisements sur des terres rares en métropole, mais aussi sur des territoires d'outre-mer. Je pense que c'est des éléments qui sont à prendre en compte, notamment pour tenter de réduire notre dépendance à d'autres pays. Dans les défis, je pense qu'il y a quelque chose qui est en mode asphyxiante, qui est l'endettement de la France, parce que ça se répercute sur des taux d'emprunt qui sont importants pour les entreprises. Et quand on est dans le domaine industriel, bah, une des caractéristiques, c'est que on se lance, enfin, les, les machines dont on a besoin pour faire tourner les activités, c'est pas des petits emprunts. Et bon, dernièrement, on a essayé de voir un peu quelles pouvaient être les conséquences à long terme de la France et on a mis en avant le risque potentiellement, on pourrait être dans la même place que la Grèce. Et le risque le plus probable, c'est qu'on soit dans le cas de l'Italie,
où cette pression à l'endettement s'est pas vue tout de suite, il n'y a pas eu de défaut de paiement, mais par contre, il y a des taux d'emprunt qui ont rendu la vie économique plus compliquée. Dans les défis, il y a celui des recrutements des compétences. Alors j'ai dit, on sait bien les développer, mais il faut aussi pouvoir bien les recruter avec un enjeu qui est celui de la démographie. Bon, j'en ai parlé déjà tout à l'heure. La France fait partie de ces pays où la démographie est en berne et elle le sera plus. Donc on va être dans des pays qui vont vieillir. Ça veut dire ça veut dire qu'on va pas forcément avoir la manœuvre dont on a besoin. Et puis on a en France, alors bon là je pense au cours que j'ai eu la chance de donner quelques années en, en Allemagne, quand vous demandez à des étudiants en M2 qui est prêt à travailler dans le domaine industriel, vous avez à peu près toutes les mains qui se lèvent. Vous faites la même chose en France, les mains à se lever sont un peu plus rares. Donc il y a un rapport au métier de l'industrie qui malheureusement reste à tort, je trouve, négatif, parce on est resté dans une image de l'industrie qui est quand même très 19e siècle, alors qu'aujourd'hui, il y a eu des évolutions qui sont quand même sans nom, notamment par rapport à la robotisation. Le troisième défi, un petit peu en lien avec la démographie, c'est les coûts de production. Qu'on le veuille ou non, à un moment donné, on est en concurrence avec différents marchés à travers le monde. Les réponses potentielles, elles passent par des choses très très différentes, notamment la robotique, mais aussi on voit qu'il y a alors Jean-Michel en dira certainement plus que moi sur ce sujet-là, mais on voit il y a des industries qui ont des modèles hybrides. Je pense notamment à cette entreprise qui produit des jouets en bois dans le Jura, qui produit un certain nombre de jouets dans le Jura, et les revend, et puis pour une autre partie les fait produire dans d'autres pays et les revend à travers le monde. Voilà. Puis le dernier défi pour moi, c'est la question de la souveraineté technologique, parce qu'on l'oublie souvent, mais quand on achète sur Amazon, on alimente les États-Unis. Quand on utilise Google, on alimente les États-Unis. Enfin bref, aujourd'hui, on a quand même peu de poids lourds, même s'il y a des choses qui se développent, notamment avec des entreprises comme Mistral. Perte de souveraineté sur les approvisionnements en énergie, perte de souveraineté alimentaire aussi, qui était quand même un domaine sur lequel on était en force et qu'on n'a pas su accompagner. Et voilà, juste ce dernier élément-là, perte de souveraineté, parce qu'aussi je pense qu'il y a un enjeu de rendre les consommateurs plus éclairés et plus avisés dans leur consommation. Voilà, Fleur, je sais pas si ça fait beaucoup d'éléments, Ah mais oui, c'est beaucoup d'informations, mais qui nous permettent d'avoir un contexte bien posé pour la suite. On peut peut-être maintenant encore plus faire un focus sur votre domaine d'expertise, en particulier le rapport entre les ressources humaines et ces nouveautés, donc sujet que vous avez déjà un peu commencé à aborder. Mais en particulier, est-ce que vous pourriez détailler quels sont les impacts sur les ressources humaines face au développement de la robotisation qui, comme vous l'avez déjà rapidement abordé, est nécessaire pour rester compétitif dans ce cadre de mondialisation? les enjeux, ils sont pour moi à deux niveaux, le fait que j'ai déjà évoqué. Le premier, c'est un enjeu d'attractivité, changer le regard sur l'industrie, changer le regard qu'on peut avoir sur les robots. Et j'ai envie de dire d'une manière plus globale, expliquer les transformations du monde, parce qu'effectivement, quand on les comprend pas bien, on en a légitimement, j'ai envie de dire, peur. Alors qu'en fait, alors je ne sais pas quel sera le point de vue de Jean-Michel, mais je pense que on a beaucoup d'opportunités aussi. On est mal positionné sur quelques éléments, mais on a aussi aujourd'hui beaucoup d'opportunités. Et notamment sur la robotique. Alors c'est un chiffre, chose qu'on a testé dans l'étude dont j'ai parlé tout à l'heure. Je vous disais, globalement, les salariés sont très peu réticents par rapport à la transformation digitale. Ils sont 34% indiqués qu'ils en ont peur, et ils sont à peu près l'équivalent, 35%, à dire que c'est une bonne chose et que leur entreprise devrait aller plus loin. Quand on leur pose la question de savoir si la robotique va leur prendre leur emploi, ils sont quand même 66%
à penser que les robots vont les remplacer potentiellement. Alors, il y a même un effet, pour avoir travaillé sur les questions générationnelles depuis de nombreuses années, euh, jusqu'à présent, j'avais jamais cru aux différences générationnelles dans le rapport à la technologie. Pour une raison qui était simple, c'est que les jeunes générations étaient très à l'aise avec les réseaux sociaux, mais c'est pas ce qui faisait le cœur des entreprises. Aujourd'hui, c'est moins vrai parce qu'on le voit dans nos cours, ils sont emparés très rapidement de l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, c'est aujourd'hui, et ça sera encore plus demain, au cœur des entreprises. Et ce rapport à la robotique, il est très différent entre la génération Z, jeune génération, et les autres générations. Donc on peut penser que dans les années à venir, dans les décennies à venir, on va avoir un renversement voilà, de ce rapport à la technologie, notamment à la robotique. Et puis, le deuxième enjeu, il est le temps de l'acquisition des compétences. On n'apprend pas à manipuler un robot du jour au lendemain. Donc, comme dans beaucoup de compétences, il faut du temps et le temps, le problème, c'est que quand on pense les filières, souvent, quand le moment où on identifie les besoins, il y a déjà des besoins, enfin, le besoin de développer les formations, on se rend compte que ça fait longtemps que dans le milieu industriel, dans d'autres milieux économiques, les besoins sont présents. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Flore. Oui, je vous remercie. Merci à vous. J'invite tous les auditeurs à poser des questions à Emmanuel qui pourra y répondre à la fin du live, donc surtout les questions dans le chat. Et je laisse la parole à Maxime pour la suite du live. Merci Fleur. Donc on va passer à un deuxième invité, Monsieur Tass. Encore merci pour votre présence ce soir. Est-ce que vous pouvez vous présenter ainsi que votre organisation? Je le rappelle, vous êtes vice-président société d'encouragement pour l'industrie nationale. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails, s'il vous plaît? Oui, alors j'ai passé toute ma carrière dans l'industrie, principalement dans deux entreprises. Le groupe Valeo, dans lequel je pilotais une plateforme d'essai de fiabilité sur les systèmes de chauffage climatisation. Et puis après, j'ai basculé dans une grosse ETI allemande, comme il en existe qu'en Allemagne, nous sommes à peu près 22 000, totalement orienté sur le développement d'outils d'automatisme industriel qu'on retrouve dans toutes les industries qui nécessitent des mouvements pour produire ou dans des différents types de process. Et puis parallèlement à ça, j'ai toujours été très actif dans différentes organisations patronales, et que ce soit France Industrie, que ce soit l'IUMM, que ce soit la Chambre de commerce, où je suis toujours élu et dans laquelle je préside l'une des écoles de la Chambre de commerce sur l'Île-de-France. Et puis parallèlement à ça, depuis quelques années, je suis investi dans une ancienne maison, mais qui a des problématiques qui sont très proches, ou qui a connu des problématiques qui sont très proches de celles qu'on rencontre aujourd'hui, à savoir la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, qui a été créée en 1801 par Bonaparte, et avec un objectif très clair qui était celui de trouver des solutions, faire en sorte que l'industrie se développe dans notre pays. Donc, après plus de 220 ans, on existe toujours et on a toujours le même objectif, essayer de mettre dans une même salle des scientifiques, des techniciens, des économistes pour essayer de travailler sur ce qu'il faut mettre en place pour encourager le développement de notre industrie. Alors, ça passe par des distinctions que nous remettons à des chefs d'entreprise qui ont remarquablement développé leur entreprise depuis des années. Généralement, il y a très souvent des entreprises familiales. On en a quelques-unes en France qui sont remarquables, dans lesquelles il y a beaucoup de choses à faire, qui ont d'énormes problèmes de recrutement aussi. On en parlera sans doute un peu plus tard. Donc, cette société d'encouragement est toujours active. On travaille, on est en train de remettre en place des connexions avec d'autres sociétés savantes qui existent en France, mais qui existent aussi à l'étranger. Les connexions s'étaient un peu détériorées ou avaient été cassées au moment de la dernière guerre. Et du coup, on a pour projet de réactiver tout ça pour que ces sociétés puissent aussi contribuer de façon beaucoup plus efficace au développement de l'industrie, parce que
pour un pays comme la France ou pour une région comme l'Europe, eh bien, il est vital qu'on trouve le moyen de réactiver cette industrie, sans quoi on aura de très, très, très gros problèmes. Voilà. Parfait, merci beaucoup pour votre présentation. Donc, voilà, vous avez un parcours industriel fort. Donc, on va essayer de dézoomer un petit peu. Voilà, on sait qu'on est dans un contexte de mondialisation toujours un peu plus intensif, comme l'a dit Monsieur Baudouin. Euh, Comment est-ce qu'on peut en fait concilier la compétitivité industrielle avec les impératifs de souveraineté nationale? Voilà, je sais pas si vous pouvez Oui, nous en dire un peu plus. je vais essayer de répondre à cette question. Alors déjà, il y a deux enjeux qui apparaissent dans cette question. Et la problématique, c'est de trouver le moyen de concilier à la fois compétitivité et souveraineté nationale, ce qui n'est pas forcément chose facile. La compétitivité industrielle, bah, on en a besoin. Pourquoi? Bah, pour assurer une croissance, pour créer de l'emploi, et on en a fortement besoin dans notre pays, et pour maintenir un niveau de vie assez élevé dans notre pays. La compétitivité, ça passe par quoi? Par l'innovation, par la productivité, par la qualité des produits, par des coûts de production qui restent compétitifs. Alors, on parlait tout à l'heure de relocalisation. Il ne faut pas faire non plus n'importe quoi dans ce domaine-là. Il faut relocaliser ce qui peut être relocalisable à des coûts de production qui soient compétitifs, mais il ne faut pas non plus essayer de refaire des choses qui sont faites très bien, très loin, mais qui seraient complètement ridicules de réimporter chez nous. Le deuxième point, la souveraineté nationale, bah, c'est là l'État qui décide qu'il y a un certain nombre de choses hautement stratégiques qu'il est important de garder sur le territoire, en métropole. Donc dedans, il y a la sécurité économique, bien évidemment, la sécurité énergétique, dont on a parlé tout à l'heure, et puis d'un point de vue technologique, parce que si toutes les technologies viennent d'un peu partout dans le monde et qu'on n'est là que pour les assembler, bah, ce n'est pas forcément un très bon signal. Donc tout ça, ces deux enjeux, compétitivité et souveraineté, eh ben, il faut essayer de trouver la meilleure balance de telle sorte à ce que ça puisse fonctionner. Alors derrière ça, il y a un certain nombre de défis à relever. J'en ai noté quelques-uns. Le premier, globalisation et délocalisation. Donc, il y a la globalisation a entraîné une fragmentation des chaînes de valeur et il y a de nombreuses activités industrielles qui ont été délocalisées. Malheureusement, ça remonte à une époque que j'ai bien connue, puisque c'était l'époque des années 70, 80, 90, durant lesquelles, parmi certaines entreprises françaises, en particulier nos grands groupes, eh bien, l'un des objectifs qui était fixé aux acheteurs, c'était d'acheter 80%, de faire 80% de leurs achats dans des pays low cost. On voit le résultat aujourd'hui. Donc, les objectifs qui aujourd'hui sont définis dans les, dans les services achats ont quelque peu évolué, mais ça a fait énormément de mal. Et donc, ça a eu des conséquences sur la délocalisation. Relocaliser, je l'ai dit tout à l'heure, il faut le faire, mais il faut le faire sur des choses sur lesquelles on est en capacité d'apporter de la valeur. Si c'est pour essayer de produire des choses sans trop de valeur ici en France, quand c'est déjà des, des prix extrêmement bas dans d'autres pays, en particulier les pays asiatiques, c'est pas la peine d'y penser, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Il faut qu'on se concentre sur des choses à beaucoup plus haute valeur ajoutée. Après, il y a la problématique dans les défis à relever de l'innovation et de la propriété intellectuelle. L'innovation est le moteur de la compétitivité. Et donc, derrière tout ça, quand on parle de délocalisation, il se pose des problématiques de protéger nos savoir-faire. Et là, de ce côté-là, la France, on a fait des choses assez extraordinaires, comme expliquer aux Chinois comment fabriquer des Airbus. Aujourd'hui, ils en fabriquent en quantité industrielle et certainement d'un niveau peut-être supérieur à ce qu'on était capable de faire. Donc là aussi, il faut faire très attention à ce que l'on fait, de telle sorte à ce qu'on ne donne pas des bâtons pour se faire taper dessus. L'autre point concerne la transition énergétique. La transition énergétique, et elle ne se fera que si l'industrie y passe de façon très sérieuse, eh bien, nécessite des investissements et de nouvelles compétences dont on a parlé tout à l'heure, et car il est crucial d'embarquer en particulier tous les jeunes dans nos entreprises, de telle sorte à ce que toutes ces technologies qui permettent justement
de, de, de passer, enfin de changer sur des énergies plus vertes, on va dire, eh bien, on a besoin de ce genre de choses dans nos entreprises. Je vais vous citer un exemple. On parlait tout à l'heure de... Alors, il faut savoir en France que 80% des entreprises, ce sont des PMI et des ETI. Et aujourd'hui, on dispose de technologies qui permettraient à beaucoup de ces PMI et ETI de faire baisser très fortement leur consommation énergétique. Le seul souci, c'est qu'il y a un problème culturel, il y a un problème sans doute de compétences, il y a des problèmes d'appréhension qui font que malheureusement, peu de PMI déploient les technologies ou l'intelligence artificielle qui leur permettraient de fortement baisser leur consommation énergétique. D'où l'importance que vous arriviez dans l'industrie avec vos connaissances et avec j'allais dire votre volonté de mettre en place de nouvelles solutions qui permettraient d'atteindre ce type d'objectif. Alors, quelles sont les pistes et les solutions qu'on pourrait envisager par rapport à cette compétitivité et ces problématiques de souveraineté? Ben, la première, c'est d'avoir des politiques industrielles ambitieuses. Et ça reste quelque chose qui n'est pas forcément visible en France. Ce matin, j'étais en Bretagne, j'en discutais tout à l'heure avec Martine, avec les représentants de l'IEM, qui disaient qu'au niveau de la région Bretagne, on parle beaucoup d'agroalimentaire, on parle beaucoup de tourisme, mais l'industrie, c'est quelque chose dont on ne parle pas encore. Donc, on va on travaille sur des projets pour que les politiques s'approprient tout ce qui est fait d'un point de vue industriel, d'autant plus que c'est une belle région. Et là, il faut absolument que les politiques sachent de quoi on parle. À partir du moment où les politiques sauront de quoi on parle, les parents et les jeunes seront sans doute sensibilisés de façon beaucoup plus positive sur ce qui se passe dans l'industrie. En France, j'allais dire, une grosse problématique, c'est tout ce qui se passe au niveau des journalistes qui ont plutôt tendance à mettre en valeur ce qui est négatif plutôt qu'à montrer ce qui va bien. Et beaucoup de choses vont très bien dans l'industrie, même si aujourd'hui, effectivement, il y a des sites qui ferment. Il y en a beaucoup d'autres qui ont toujours de très gros problèmes de recrutement et qui sont en plein développement. Deuxième point, là-dedans, c'est le soutien aux PMI et aux ETI. Quand on parle d'industrie en France, on pense tout de suite grands groupes et très rarement PMI. Donc là, il y a des choses aussi à faire de telle sorte à ce que, par exemple, les compétences que vous avez dans vos laboratoires, que ce soit en école d'ingénieur ou dans les universités, puissent se connecter au PMI. Bien souvent, les PMI n'ont quasiment aucun contact avec vous, et c'est bien dommage parce que si on trouvait le moyen de créer des passerelles, eh bien, il y aurait possibilité de faire beaucoup plus d'innovation et d'aider ainsi les PMI et les ETI à être plus efficaces sur leur marché. L'autre point concerne la formation professionnelle. Il est essentiel d'adapter nos modèles de formation qui, certes, sont bons, mais dans lesquels il y a encore pas mal de choses à faire. Il y a aussi donc il y a la formation initiale, et puis ce qu'on rencontre de plus en plus en France, ce sont les problématiques de reconversion. Alors, est-ce que c'est lié aux nouvelles générations qui ont plus l'habitude de passer d'un sujet à l'autre rapidement? Mais dans beaucoup d'écoles, on commence à travailler sur des programmes de reconversion d'adultes qui partent sur des voies complètement différentes et qui, in fine, sont intéressés par ce qui se passe dans l'industrie. La coopération européenne, bien évidemment. Là, il serait plus que temps que les Européens se mettent autour d'une table et puis définissent des politiques industrielles communes. Aujourd'hui, ça part encore dans tous les sens. Il y a les Allemands qui tirent la couverture en permanence à eux, et puis qui ont tendance à imaginer qu'en dehors de l'Allemagne ou d'Italie, éventuellement, il n'y a pas grand-chose de réalisable ou d'efficace sur l'Europe. Il faut que ça change, parce qu'en face de nous, on a les États-Unis qui sont en train de reprendre du poil de la bête dans ce domaine-là, qui veulent récupérer tout ce qui était fabriqué en Chine. Et puis de l'autre côté, les Chinois qui continuent à fortement se développer. Donc là, l'Europe doit s'y mettre et de façon extrêmement efficace. D'où l'importance au niveau des jeunes de passer d'un pays à l'autre à travers des dispositifs comme Erasmus++, pour échanger, apprendre les cultures des collègues dans d'autres pays européens et à partir de là, monter des projets, travailler ensemble pour que l'Europe devienne une puissance industrielle qu'elle a été par le passé, du temps de
de Napoléon, de Bonaparte, ce n'était pas la France, c'était principalement l'Angleterre, mais il y avait des choses qui se faisaient de façon très efficace. Il faudrait qu'on revienne à cela. Puis le dernier point par rapport à cette question, c'est le protectionnisme intelligent. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place des mesures de protection, mais pas n'importe comment. Bien évidemment sur les secteurs stratégiques, mais il faut aussi le faire avec prudence parce que si on commence à le faire de façon trop violente, il y aura forcément des réciprocités qui seront mises en place dans notre pays et qui pourraient à terme nous poser aussi de très sérieux problèmes. Voilà pour cette question. Parfait, merci beaucoup. Donc, vous avez soulevé quelques problématiques, celle de la formation, voilà, d'une politique commune au niveau européen. Moi, quelque chose qui me vient en tête directement, c'est voilà, dans un monde toujours plus en tension à l'heure actuelle, avec de nouvelles alliances qui se créent, des alliances qui se défait, est-ce que vous auriez des conseils, des leviers que les entreprises industrielles françaises pourraient activer en fait pour mieux anticiper cette volatilité dans les marchés internationaux? Oui, alors pour essayer de répondre à cette question, encore une fois, il faut partir du principe que je ne parle pas des grands groupes, parce que les grands groupes ont tout ce qu'il faut pour faire face à ces problématiques-là. Ils ont les leviers. Par contre, là où il faut qu'on trouve des solutions, c'est pour les PMI et les ETI qui, elles, n'ont pas nécessairement tous les leviers en main pour pouvoir justement répondre à cette volatilité des marchés internationaux. Alors, quels pourraient être les leviers qu'on pourrait activer? Le premier, c'est de renforcer, par exemple, la veille stratégique et l'analyse des risques. Surveiller les marchés, analyser les risques, travailler sur des scénarios prospectifs. Ça, c'est ce que devraient faire les PMI, mais qu'elles ont beaucoup de difficultés à mettre en place. D'où l'importance d'avoir des passerelles avec les écoles, oui, avec les écoles, les universités, les différents types de laboratoires, pour justement qu'on puisse les aider à avancer de façon beaucoup plus sereine dans cette problématique-là. Après, les PMI ETI doivent mettre en place ce qu'on appelle une agilité organisationnelle, flexibilité dans les structures. On parlait tout à l'heure avec Emmanuel de tout ce qui concerne l'organisation dans les entreprises, comment faire face très rapidement aux changements qui se produisent sur le marché. On a quelques difficultés dans ce domaine-là en France. On est encore trop rigide. Donc, il nous faut beaucoup de temps pour mettre en place des processus et on n'a pas cette souplesse ou pas suffisamment cette souplesse qui nous permettrait d'adapter très rapidement ce que l'on fait pour avancer vite. Qui dit flexibilité des structures dit aussi décentralisation des décisions. Dans les PMI, encore aujourd'hui en France, beaucoup de choses passent par le patron qui décide beaucoup de choses. Ça fait partie d'un changement de culture qui devrait arriver petit à petit avec vous les jeunes, qui avez des modes de fonctionnement qui sont complètement différents et qui devrait permettre de prendre des décisions beaucoup plus proches de l'opérationnel et ainsi de donner beaucoup plus de flexibilité aux entreprises et surtout beaucoup plus de réactivité. Et puis, dans cette agilité organisationnelle, il faut rentrer dans ce qu'on appelle une culture d'entreprise apprenante, à savoir que, on l'a dit tout à l'heure, les technologies évoluent à vitesse grand V, toutes les applications d'intelligence artificielle évoluent aussi à vitesse grand V. Ça veut dire qu'en permanence, il faut être apte à apprendre de nouvelles choses, à s'intéresser, à être curieux pour pouvoir creuser un certain nombre de problématiques. Alors ça, c'est pas simple parce que dans notre culture, en France, encore aujourd'hui, on parlait de ce qui se passait dans des classes de master en Allemagne et en France. Je vais vous donner un autre comparatif. En Allemagne, la durée de vie d'une machine ou d'une ligne de production, c'est entre 5 et 7 ans. En France, c'est 17 ans. Donc, ça montre comment dire, les grosses différences culturelles qui font qu'en Allemagne, on sait qu'une machine elle a cette durée de vie limitée parce qu'on veut avoir de la performance, on veut que très rapidement, ce qui est produit soit produit avec moins d'énergie, avec plus rapidement, avec moins
comment dire, de matériel pour que les pièces soient plus légères, etc., quand on parle de choses mécaniques. Et du coup, ils sont déjà dans la logique de se dire, la machine, vu l'évolution des technologies, dans 5 ans, elle sera morte. Donc, il faut passer à autre chose. Nous, en France, on est plutôt dans une logique qui consisterait à imaginer ce qu'il faut faire pour que la machine puisse durer le plus longtemps possible. Donc ça, c'est un gros changement de culture. Certaines entreprises ont passé le cap, mais c'est encore quelque chose qu'on trouve assez fréquemment dans nos structures. Après, le troisième point, c'est mettre le paquet sur l'innovation et la R&D. Travailler en innovation ouverte, on a beaucoup parlé de start-up, donc il est possible de trouver des solutions dans les start-up, d'où l'importance aussi, encore une fois, de créer des passerelles entre les PMI et puis, par exemple, vos incubateurs. Je sais qu'il y a des incubateurs à l'IMT qui pourraient être intéressants pour certaines entreprises. Donc, il faut aller sur ces pistes-là. Il faut aussi investir dans des technologies clés, donc tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, les IoT et toutes ces choses, de telle sorte à ce qu'on soit en capacité de faire bénéficier nos systèmes de production des dernières avancées technologiques. J'ai pris l'exemple tout à l'heure des économies d'énergie qu'on serait en capacité de mettre en place immédiatement si les entreprises prenaient le temps d'implémenter un certain nombre de technologies qui permettent de faire ce genre de choses. Et puis, protéger la propriété intellectuelle, j'en ai parlé tout à l'heure, breveter les inventions, les breveter non seulement en France, mais essayer de les breveter aussi dans d'autres pays. En Chine, ça ne sert à rien, parce que de toute manière, ça serait copié. Mais il y a d'autres pays où il peut être intéressant de breveter les produits. Après, derrière ça, il faut bien évidemment trouver le moyen d'optimiser les chaînes d'approvisionnement, essayer d'avoir un nombre de fournisseurs un peu plus large, éviter de tout acheter à Taïwan et puis de se retrouver coincé très rapidement quand il se passera des choses du côté de Taïwan. Tout le monde le sait, mais on a été confronté déjà à cette problématique-là au moment du Covid. Mais si la Chine va un peu plus loin sur ce qu'elle a l'intention de faire au niveau de Taïwan, il se pourrait qu'un jour, on soit complètement coupé du monde des semi-conducteurs. Et là, ça pourrait poser encore plus de très sérieux problèmes. Donc, trouver des approvisionnements locaux, donc favoriser la renaissance de sociétés qui fabriquaient qui devront fabriquer des composants qui nous permettront d'avoir une certaine autonomie de ce côté-là. Et puis, le dernier point concernant l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, bien évidemment, il y a tout ce qui concerne le digital qui doit nous permettre d'avoir une plus grande efficacité, d'améliorer la visibilité et la réactivité des différentes chaînes d'approvisionnement. L'autre point qui me semble important, enfin, il n'y a plus que 2 points par rapport à cela, renforcer la relation avec les clients. Donc, il faut qu'on rentre, je parlais tout à l'heure à partir du moment où on veut relocaliser un certain nombre de choses, il faut qu'on relocalise des productions qui puissent être personnalisables. Autrement dit, trouver le moyen, à travers des solutions digitales, de faire en sorte que le produit devient hyper spécifique par rapport au cahier des charges qui est défini par chaque client potentiel. Il faut aussi trouver le moyen d'améliorer l'expérience client tout au long du parcours d'achat. Donc, ça va du développement, en passant par la configuration des produits, la fabrication, jusqu'à la livraison. Ça, c'est vital. Et bien évidemment, l'outil digital représente quelque chose d'extrêmement important dans ce domaine-là. Et puis, le dernier point, c'est soutenir la transition écologique. Ça, c'est quelque chose de déterminant, surtout, enfin, j'allais dire surtout pour les jeunes générations, mais c'est pour tout le monde. On est dans le même bateau, si je puis dire. Donc, il faut essayer de développer des produits dits durables, des produits, des services qui soient respectueux de l'environnement. Ça demande de nouvelles idées. C'est pareil, les PMI ont besoin d'avoir des inputs qui viennent, qui pourraient venir de vous, de telle sorte à ce qu'elles soient en mesure d'imaginer ce genre de choses. Diminuer l'empreinte carbone, ça c'est vrai pour tous les sites de production. Alors, globalement, parce que l'électricité est décarbonée en France, on n'est pas si mauvais que ça, mais il y aurait moyen d'aller beaucoup plus loin. J'ai cité l'exemple de faire baisser de 20% globalement les consommations d'énergie sur pas mal de sites de production.
Et puis le dernier point dans soutenir la transition écologique, c'est partir sur des systèmes d'économie circulaire, essayer de trouver des solutions locales pour avancer dans ces différents domaines. Parfait, merci beaucoup pour ces recommandations. Donc je pense que c'est un bon moment pour passer aux questions des internautes. On a eu beaucoup d'informations, des présentations très intéressantes, donc je pense qu'on a quelques questions. Alors, qui c'est qui veut les poser? Je les pose ou bien Fleur et Maxime, il y en a trois. Vous voulez vous les répartir et les poser à nos invités? Sinon, je les pose, hein. Donc, nous avons une question. Quelles sont les principales opportunités qu'offre la mondialisation aux entreprises industrielles en termes d'innovation et de croissance? Alors, Jean-Michel, c'est peut-être plus pour toi, je ne sais pas, tu nous dis Qui dit mondialisation dit marché mondial, donc autrement dit, c'est forcément. beaucoup plus large que simplement travailler en France. Mm. Après, l'autre opportunité, c'est de découvrir des technologies qu'on n'a peut-être pas encore développées dans notre pays. Donc ça, c'est intéressant, mais il faut aussi en profiter pour faire en sorte que, pas ces mêmes technologies, puisqu'elles auront déjà été développées, mais que d'autres technologies soient développées dans notre pays de telle sorte à ce qu'on soit aussi représentatif dans ce domaine-là. Donc il faut vraiment qu'il y ait des financements plus forts sur tout ce qui est développement, de telle sorte à ce qu'on soit capable aussi de proposer des solutions internationales. Mais la mondialisation a forcément des intérêts. Maintenant, il faut pas perdre de vue qu'on a aussi un marché qui est national, qui est européen. Et là, il y a déjà beaucoup de choses à faire sans forcément imaginer aller faire ça en Chine ou aller faire ça dans d'autres pays. Donc, je dirais commençons par mettre en place des choses qui nous permettraient de renforcer notre industrie en Europe, travailler plus avec des entreprises italiennes, allemandes sur des projets communs que d'aller voir. Là, c'est plus une guerre de continent qu'une guerre de pays ou à l'échelle de la planète, quoi. Merci Jean-Michel. Alors, on a une autre question. Alors là, c'est plus pour Emmanuel. Donc, bonsoir Emmanuel. Merci pour votre intervention qui met aussi l'accent sur les liens moins mis en évidence entre le management et les défis de la mondialisation. Comment le management peut-il accompagner les organisations à relever les défis complexes de la mondialisation, tels que la diversité culturelle et la durabilité, et la gestion des tensions géopolitiques, pour mieux accompagner les entreprises industriel? Euh, il y a plein de questions dans la question. Merci. Merci pour la question, Pierre. En fait, Jean-Michel a commencé à y répondre en réalité. Alors c'est difficile de faire une réponse précise là-dessus, mais je pense que pour moi, le premier élément, c'est d'arrêter d'avoir peur et arrêter de faire peur. D'être dans une forme de nostalgie passive. Voilà, je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Je pense que il n'y a pas d'époque, enfin si, il y a peut-être eu la parenthèse des Trente Glorieuses ou qui a été un peu particulière parce que ça a été une croissance économique forte et qu'on n'a pas connu la guerre. Mais bon, le monde d'aujourd'hui, certes, il est très complexe pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Mais bon, voilà, il présente aussi beaucoup d'opportunités. Et donc, arrêter d'avoir peur et de se faire peur, c'est aussi essayer de se positionner, ce que j'ai fait aussi tout à l'heure, ne pas se dire, voilà, soit on est les meilleurs du monde, soit les plus mauvais du monde. Et généralement, quand on échange, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a peu de gens qui se positionnent en disant, bon, on va avoir un regard qui va être un peu différent. Par exemple, aujourd'hui, il y a peu de gens qui savent qu'avec l'IHES, on a le troisième institut, enfin l'un des trois instituts en mathématiques et en physique appliquée dans le monde, on l'a sur notre territoire et on en a plein des fleurons comme ça. Je pense que le deuxième élément, voilà, donc, essayer de regarder les choses en termes froidement effectivement de défis, mais aussi de voir le monde comme un monde d'opportunités, parce que bon, ça c'est peut-être mon côté un peu innovateur, mais je pense qu'on est définitivement dans un monde qui est plein d'innovations. Alors certes, le monde d'aujourd'hui n'est pas celui d'il y a 20 ans,
il sera même pas celui d'aujourd'hui, sera pas celui, vu les vitesses auxquelles on va, ce sera pas celui dans 10 ans, ce sera pas celui dans 20 ans, enfin, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans. Mais ça reste aussi un monde d'opportunités et la France est pas si mal placée que ça sur beaucoup de choses. Ensuite, c'est faire une place à l'employabilité. Euh, L'employabilité, ce que disait Jean-Michel, c'était l'entreprise apprenante. Mais ça va même au-delà de ça. Pour moi, ce que je vais dire, ça va aussi très à contre-courant de ce qu'on peut entendre. Moi, je pense qu'une entreprise doit pas avoir peur de se dire, je vais former, alors, se former, je vais permettre, c'est pas une question tout le temps de formation, mais je vais permettre un développement massif des compétences au sein de mon entreprise, quitte à ce qu'il y ait des gens qui partent. Voilà. Parce que généralement, quand on fait ce calcul-là, ce qui est bien normal, hein, on fait un calcul de rentabilité, et puis on se dit, voilà, il faut que j'ai un retour sur investissement sur les personnes que je forme. Moi, je suis convaincu que quand on apporte une réponse d'employabilité à des salariés, alors j'ai pas de chiffres, j'en ai pas la preuve aujourd'hui, c'est quelque chose que je ressens comme ça sur les échanges que je peux avoir. Je suis convaincu qu'on a des collaborateurs qui restent souvent dans les entreprises quand ils ont les possibilités de travailler sur l'employabilité, de savoir que demain ils peuvent quitter l'entreprise s'ils sont plus d'accord. Plutôt que d'essayer de la retenir par maintenir des compétences qui ne sont pas au niveau. Ça a été aussi évoqué, l'innovation ouverte. Moi, je parle d'intelligence du quotidien. Il y a, bon, j'ai eu la chance par ma vie personnelle et par ma vie professionnelle, d'échanger avec à peu près toutes les strates hiérarchiques de beaucoup d'entreprises. Euh, il y a de l'intelligence collective, il y a l'intelligence individuelle sur le quotidien, et je pense qu'il y a une grosse déperdition d'intelligence au sein même des entreprises parce qu'on ne prend pas en compte les personnes qui connaissent le terrain pour des raisons très, très différentes et souvent parce qu'il y a des jeux de pouvoir. Alors, les jeux de pouvoir, on les enlèvera plus du jour au lendemain, hein. Je suis pas, je suis pas naïf là-dessus. Mais je pense que moi, dans les managers que j'ai pu croiser à titre personnel ou que j'ai pu voir dans les entreprises, vraiment des bons managers, c'est des managers qui sont capables de dire à leur équipe, potentiellement, demain, tu seras à ma place. Et souvent, d'ailleurs, c'est ce qui se produisait. Et eux, ils changeaient de position très, très rapidement. Et je pense que c'est des managers qui ouvrent cette possibilité d'utiliser cette intelligence du quotidien. Et dernier élément, alors je ne sais pas si ça va répondre à votre question, Pierre, mais je pense qu'il faut aussi ne pas être naïf. Un cadre de travail, c'est un cadre du travail, surtout dans le milieu industriel, mais même dans certains milieux intellectuels, hein, quand vous produisez un journal, bah, il y a aussi, c'est une production qui est très différente. Maintenant, il n'y a plus de grosses machines, mais il y a quand même un flux de production qui peut exister. Il y a des horaires à fixer, il y a des choses qui sont recevables dans une entreprise et pas recevables dans une entreprise. Alors, vous évoquez la question des cultures, que vous évoquez sur le fait de l'adaptation aux éléments culturels dans les pays, mais en France, ça arrive encore qu'il y ait des sociétés dans lesquelles la religion s'insère dans le monde de l'entreprise, où les questions politiques s'insèrent dans le monde d'entreprise. Et or, logiquement, le lieu. Alors, je parle même pas du sexisme, hein, parce que c'est aussi un autre élément culturel, mais c'est des choses qui aujourd'hui ne devraient pas, voilà, qui, dans un cadre de travail normal, ne devraient pas exister. Donc, c'est le côté moins naïf de tout ce que je peux dire, c'est ouvrir sur l'employabilité, ouvrir sur l'intelligence du quotidien, et c'est aussi revenir sur un cadre de travail en disant, voilà, il y a des choses dans un cadre de travail, c'est recevable et c'est pas recevable. Merci Emmanuel. On a une troisième question qui est comment adapter les opérations industrielles aux spécificités des marchés locaux tout en maintenant une vision globale. Je ne sais pas qui de vous deux a un élément de réponse. La vision globale dit rester compétitif à l'échelle internationale par rapport à ce qu'on pourrait produire localement. Donc c'est là où les solutions qui existent, on les connaît, c'est faire appel aux technologies qui ont été citées à plusieurs reprises. Donc la robotisation en est une, l'automatisation en est une autre. Ce que je dois dire, Emmanuel, puisque moi j'ai fait une grande partie de ma carrière pour une société allemande, c'est qu'en Allemagne, le niveau d'automatisation est extrêmement élevé, mais ce n'est pas pour ça qu'il y a eu suppression massive d'emplois.
Au Oui. contraire, ce qui est certain, c'est que le type d'emploi a complètement changé du tout au tout, mais donc, il y a eu un fort développement de l'industrie. Aujourd'hui, ils sont confrontés à des problématiques énergétiques qui pourraient avoir des conséquences pas forcément très positives, mais globalement, à chaque fois que des entreprises allemandes automatisaient, elles n'ont pas licencié, elles ont continué à produire, elles ont continué à faire des choses, elles ont remis en cause ce qui avait été développé, parce qu'il est bien évident que si on veut pouvoir assembler de façon semi-automatique ou automatique des choses, ben, il faut que le développement à l'origine soit fait dans l'optique de pouvoir faire ce genre de choses. Et je me souviens chez Festo, donc ça remonte à une vingtaine d'années, pendant 2 ans, la R&D a retravaillé sur des produits qui existaient déjà, de telle sorte complètement les modifier pour qu'ils soient fabricables sur des lignes de production automatisées. Et pendant qu'on faisait des choses sur des lignes de production automatisées, ben, il y avait d'autres tâches manuelles qui étaient pas automatisées parce que ça n'en valait pas la peine sur des travaux qui restaient intéressants pour les opérateurs. Donc je crois qu'il faut penser global et puis être efficace localement. Ben ça passe par ce genre de réflexion, de sorte à ce qu'on soit capable de créer de la valeur localement. Et si on est en état de le faire localement, ça voudra forcément dire il pourra y avoir des retombées aussi à l'international. Absolument. Merci beaucoup, Jean-Michel. Et dernière question, quelles collaborations ou partenariats stratégiques peuvent maximiser les bénéfices de la mondialisation pour les acteurs industriels? Est-ce que tu parlais tout à l'heure, Jean-Michel, du niveau européen où l'industrie devait peut-être plus développer des stratégies communes? Mm. Est-ce que c'est pas un angle à notre portée, en tout cas, plutôt que de réfléchir que action limitée à la France, de se dire que dans l'espace ultra concurrentiel dans lequel nous sommes, eh bien, d'avoir peut-être une vision européenne industrielle qui n'est pas forcément d'actualité par pour plusieurs raisons, mais qui ne serait pas finalement celle-ci à peut-être à prioriser pour être plus fort, en tout cas. Bah si, tu as parfaitement répondu à la question. Euh, donc, d'un point de vue politique, c'est pas joué parce qu'ils ne sont pas forcément tous dans cette même logique-là. Par contre, vous, les jeunes, vous pouvez faire changer les choses. Vous travaillez avec d'autres pays et d'autres universités, échanger entre vous et petit à petit, on réussira peut-être à construire quelque chose qui soit efficace. Mais à l'heure actuelle, si on fait un zoom sur les politiques qui sont en place, bon, on voit ce qui se passe en France, c'est pas forcément génial. Et à l'échelle européenne, c'est pas beaucoup mieux. Donc, il faut vraiment que les impulsions viennent en puissance des nouvelles générations qui arrivent avec une volonté de construire quelque chose ensemble. Absolument. Eh bien, c'est une bonne conclusion. On arrive au terme donc de ce live et je vous remercie tous et toutes. Alors, Fleur a eu une contrainte horaire, elle a dû nous quitter, mais en tout cas, on vous remercie tous de vos contributions pour ce live. On retient, grâce à vous, que la mondialisation, bien qu'exigeante, offre quand même beaucoup d'opportunités et qu'en même temps, voilà, c'est aux industriels d'être plus focus sur les innovations, sur l'adaptation, sur les investissements dans des stratégies plus durables et que face à ces défis, en tout cas, une gestion proactive aussi de partenariats peut-être plus ciblés, en tout cas à dimension plus large, on l'a vu avec la dernière question sur une dimension peut-être plus européenne, seraient peut-être aussi les clés de notre futur succès, si on veut en tout cas que notre industrie eh bien, renaisse et surtout se consolide pour les années à venir. Voilà. Merci en tout cas pour votre intervention. Avant de conclure, n'oubliez pas qu'on se retrouve donc l'année prochaine, le 30 janvier précisément, à 18h30, toujours sur Zoom, pour parler du plan France 2030. Donc simplement pour faire un petit peu un point étape et comprendre quelles ont été depuis son lancement ses avancées, ses perspectives et peut-être déjà peut-être
regarder quels en sont les premiers résultats. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour ce live du mois de janvier. Et dès demain, un replay de cette émission sera aussi disponible. Donc, vous pourrez le retrouver sans difficulté sur la chaîne YouTube de l'IMT. Et d'ici là, moi, je vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez bien, reposez-vous, et puis on se retrouve tranquillement en 2025 pour de nouvelles aventures de nos lives IMT pour l'industrie du futur. Merci à toutes et à tous. Bonne Au soirée. revoir, joyeux Au Noël. revoir. Merci. Bonne fête, au revoir. Merci, au revoir.